organisé par la INF. Comment transformer l'état d'esprit pour atteindre le zéro accident, zéro maladie, durablement. Alors attention, chaque mot, on va le voir, ont leur importance. Et on parle vraiment de quelque chose de durable, pas quelque chose qui dure un jour, mais quelque chose qui va durer dans le temps. On verra la différence tout à l'heure. Pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés David Voluer. Je vais le laisser se présenter juste après sur son parcours et sur qui il est et comment après atteindre cet objectif. Tout d'abord, vous présentez la INF pour ceux qui n'auraient pas assisté à une autre de nos conférences. Alors, on en avait une hier sur le cerveau et les erreurs que nous pousse à faire notre cerveau. Et puis ce matin sur la prévention des troubles musculo-squelettiques. Voilà. Donc en fait, la INF, c'est une très vieille association qui, depuis ses origines, a deux objectifs: prévenir les risques professionnels et faire la promotion de la sécurité, la santé et la qualité de vie au travail. Voilà, ça au travers de différentes actions, des actions d'information, comme aujourd'hui, on organise des conférences, au travers de soutien à la recherche, donc au soutien des programmes de recherche, notamment ces dernières années sur la prévention des addictions. Voilà, et puis on va soutenir l'enseignement également, que ce soit de collège, lycée, mais surtout les universités, écoles d'ingénieurs et écoles de toute formation. Et puis le dernier point, ça reste la vie associative, ça reste nos adhérents, ça reste la vie industrielle. On est issu du tissu industriel, donc on va essayer de faire dialoguer les chercheurs, les étudiants, les entreprises pour partager les meilleures pratiques. Notre volonté étant toujours de rester dans les meilleures pratiques et d'apporter toujours de l'aide que peut attendre une entreprise aujourd'hui en 2022. Quels sont les besoins pour faire de la prévention de bonne qualité. Voilà, je laisse la parole à David. Vas-y. Merci beaucoup, Eric. Donc moi, c'est David Voluer. Ouais, je vais m'entraîner. Donc David Voluer, je suis papa de 2 enfants déjà. J'habite à Reims et je suis de formation chimiste et j'ai fait 25 années d'expérience dans l'industrie. Donc, sans doute, comme la plupart d'entre vous, j'ai commencé comme préventeur, puis après, je suis monté jusqu'à directeur HSE au niveau de l'Europe, dans plusieurs groupes français ou internationaux. Et depuis 1 an, donc, je suis le fondateur et dirigeant de la société Culture Santé Sécurité. Culture Santé et Sécurité, c'est une société qui a pour objectif d'aider et d'accompagner les organisations et les personnes qui ont encore des accidents au travail à développer une culture d'entreprise qui génère 0 accident, 0 maladie, durablement et éthiquement. Donc voilà. Alors, Culture Santé Sécurité, c'est avant tout des outils gratuits. Donc si vous allez sur le site Culture Santé Sécurité, vous pourrez télécharger l'e-book gratuit, les 7 clés d'une culture santé sécurité. C'est aussi une chaîne YouTube, Culture Santé Sécurité. Donc si vous voulez vous abonner, vous tapez Culture Santé Sécurité sur YouTube et vous aurez accès. Et bien évidemment, je suis disponible sur les réseaux sociaux, donc LinkedIn et Facebook. Donc voilà pour ma présentation. Je suis aussi l'auteur du livre L'état d'esprit sécurité, qui existe aussi dans sa version anglaise, The Safety Mindset. Donc voilà, pour ceux que ça pourrait intéresser tout à l'heure, on pourra échanger sur le livre. Alors l'objet de la conférence là, qu'on va faire avec Eric, c'est de vous parler de comment on peut transformer les états d'esprit pour atteindre 0 accident et 0 maladie durablement dans les organisations. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que l'état d'esprit, ce que c'est que la culture, et puis comment on peut transformer ça durablement. Mais avant... Voilà, donc tu as bien introduit le sujet. Juste un petit rappel, quelques chiffres quand même sur les accidents, sur ce qui se passe en France aujourd'hui, en 2022. Alors, on a 1 personne par minute qui se blesse, nécessitant un jour d'arrêt, mais on a surtout 15 personnes qui décèdent encore par semaine en France. Ça, c'est les statistiques de 2019. Et on sait que 98% des accidents et des maladies sont dus au comportement, sont dus à l'action qu'une personne a fait. Et ça, c'est normal, hein, parce que c'est le dernier niveau de barrière. Donc, on a les barrières techniques, on a les barrières organisationnelles, et puis bien évidemment, la barrière facteur humain. Et c'est la dernière barrière, et des fois, on n'a que la barrière facteur humain. Donc, à la fin, de toute façon, si la personne avait posé une action différente, on aurait sans doute pu éviter l'accident. La bonne nouvelle, c'est qu'on a encore 98% de créativité à avoir pour éviter les accidents. Et la mauvaise nouvelle, ce qui n'est pas acceptable, c'est d'avoir encore, dans une société comme la nôtre, aussi avancée technologiquement, avec tout un tas de connaissances sur le facteur humain, sur les organisations, sur le leadership, avoir encore ces performances. Donc
Donc là, on va pouvoir... Hop. Et donc, est-ce que c'est acceptable? Bien évidemment. Alors moi, ma réponse, elle est déjà toute faite. C'est pas acceptable. Vous pourriez vous dire, bon, ben, on pourrait l'accepter. Il y a peut-être des organisations qui acceptent d'avoir des accidents ou des maladies au travail, parce qu'elles estiment que elles n'ont pas le choix. Donc, si tu peux revenir avant. Mais la question à se poser, c'est est-ce que vous accepteriez d'être une de ces personnes qui va se blesser ou qui va perdre la vie et qui ne rentrera pas à la fin de la journée profiter de sa famille ou profiter de ses passions ou de ses activités favorites? Ou est-ce que vous accepteriez qu'une personne que vous aimez, que vous appréciez, vos enfants, d'accord, aillent dans une entreprise et n'y reviennent pas le lendemain, ne reviennent plus dans votre famille? D'accord. Donc ça, c'est déjà ce qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui est acceptable? Et donc, bien évidemment... Alors, en général, à titre privé, on répond qu'on ne veut pas être blessé dans la journée. Après, à titre organisationnel, quand on est responsable, est-ce qu'on se fixe vraiment cet objectif-là et de se dire personne autour de moi, de mes collaborateurs, doit être absolument en bonne santé ce soir? Et donc, même si on prend conscience que c'est pas acceptable, alors... certaines personnes pourraient encore considérer que c'est acceptable. De mon côté, je considère que c'est pas acceptable. Quel serait l'objectif acceptable? D'accord. Et donc là, l'objectif acceptable, si on n'accepte pas que des personnes se blessent ou ne rentrent pas à la maison, le seul objectif acceptable, c'est 0 accident. Et ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut avoir dans son esprit. Qu'est-ce que j'accepte ou qu'est-ce que j'accepte pas? Qu'est-ce que je tolère ou qu'est-ce que je tolère pas? Ça fait partie des piliers, d'un des 7 piliers de la culture. Qu'est-ce que je tolère, qu'est-ce que je tolère pas, qu'est-ce que j'accepte pas pour mon organisation, pour mon personnel. Et la question aussi à se poser pour se motiver par rapport à ça, c'est qui crée la valeur dans l'organisation? Qui crée la valeur dans l'organisation? Bien évidemment, c'est les hommes et les femmes qui contribuent, qui créent la valeur dans l'organisation. Donc, de qui doit-on prendre le plus soin? Les hommes et les femmes qui créent la valeur dans l'organisation. Donc c'est pour boucler la boucle sur ce qui est acceptable et en même temps ce qui est nécessaire pour la survie d'une organisation. D'accord. Donc vous voyez déjà au niveau du mindset, au niveau de son état d'esprit, on est déjà en train d'essayer de transformer quelque chose qui nous amène à penser que, oui, on tolère des choses qu'on ne devrait pas tolérer, on les accepte et on ne devrait pas les accepter. D'accord. Et d'ailleurs aussi, des fois on les accepte parce que on a du mal à faire la différence, vous savez, dans l'omelette au lard, la différence entre la poule et le cochon. La poule, elle fournit les œufs et puis elle peut continuer à vaquer à ses occupations. Le cochon, il joue sa vie. D'accord. Et c'est vrai que bien souvent, on est dans la position de la poule, on n'est pas dans la position du cochon. Et si on se met dans la position du cochon, si on se met à la position du travailleur, si on fait preuve d'un petit peu d'empathie, puis d'aller se mettre dans les souliers de la personne qui est en train de travailler, et puis là de se dire, est-ce que moi j'accepterais ça? Est-ce que j'accepterais qu'une personne que j'aime soit dans cette situation-là? D'accord. Donc on transforme son état d'esprit. Maintenant, la question, c'est comment on y arrive une fois qu'on a transformé ça? Quelle est la première clé? Donc, clé numéro 1, une fois qu'on se dit c'est 0 accident l'objectif acceptable, est-ce que j'ai cette vision pour mon organisation? Et j'ai rajouté une vision active, parce qu'on peut avoir un rêve, d'accord? On a tous rêvé, je sais pas, quand on était petit, d'être infirmière, ou d'être pompier, ou d'être, je sais pas, alpiniste, ou je sais pas quoi. Et puis, on n'a pas vraiment posé des actions dans le sens de son rêve. D'accord. Et là, la vision, elle doit être active. Ça veut dire que, est-ce que je pose des actions qui vont dans le sens de ma vision? D'accord. Et des fois, on peut légitimement se dire, non, c'est pas acceptable, je vise 0, mais en fait, je fais rien concrètement pour viser le 0. D'accord. Donc, la première clé, je vais vous en donner plusieurs, des clés de réflexion comme ça, c'est est-ce que j'ai, ou mon organisation a, d'accord, la vision active du 0 accident? C'est-à-dire, est-ce que je contribue réellement vers cette vision? Vraiment 2 mots, le mot vision. Je crois que c'est la première chose que tu nous as bien expliqué. Savoir que c'est atteignable, savoir que c'est vers ce qu'on veut tendre et agir derrière. La deuxième clé maintenant Alors, avant de parler de la deuxième clé, c'est comment on passe du rêve à la réalité. Si on a cette vision de se dire, tiens, j'aimerais bien avoir une organisation où il y a 0 accident, il va falloir qu'on transforme ça. Donc, la deuxième clé, elle va venir juste après. D'accord. Donc là, on peut avoir le choix entre la folie et l'apprentissage. Donc, pour vous exprimer ce que c'est que la folie, je reprends la définition de Einstein. La folie, c'est de se comporter toujours de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. D'accord. Vous avez tous entendu ça. Et dans les organisations, quand je travaille,
quand j'accompagne les dirigeants ou les comités de direction, c'est souvent ce qui revient, c'est qu'on reproduit ce qu'on sait déjà faire. D'une manière ou d'une autre, même si on change l'outil, on va le déployer de la même manière qu'on l'a déployé précédemment, donc on répète. Et donc on répète, ce qui nous amène pas forcément au succès. Donc là, ça va être la question de voir, est-ce que je suis capable de répéter ou est-ce que je suis capable de changer? Et c'est pas facile. Et là, il faut un état d'esprit un peu différent, c'est celui d'Edison. Quelque chose qu'on valorise pas, mais Edison, pour faire l'ampoule, il a échoué 10 000 fois. Donc est-ce que j'accepte, quand je réussis pas avec un outil, d'utiliser un autre outil? Et si je réussis pas avec cet outil-là, d'utiliser un autre outil, jusqu'à temps que je trouve la clé qui va m'ouvrir la porte du zéro accident. D'accord? Donc il faut une vraie volonté et un vrai état d'esprit d'accepter ce que moi j'appelle essai, erreur, ajustement. Essai, erreur, ajustement. D'accord? Donc il faut cet état d'esprit. Si on n'a pas cet état d'esprit, bien évidemment, on va faire un outil, on l'a vu chez le voisin, il marche bien, moi je l'implémente sur mon site, ça marche pas, je suis nul, on est nul, hop, on se dévalorise, cercle vicieux, et puis on reste là-dedans pendant une paire d'années, puis on a continué à avoir des gens qui se blessent. Non, tout de suite, il faut pouvoir réagir, essai, erreur, ajustement. D'accord? Donc quel état d'esprit on choisit? Celui de la folie ou celui de l'apprentissage? Alors, après, clé numéro 3, dans vos organisations, la question à se poser, c'est est-ce que j'ai déjà eu une journée sans accident et sans maladie au travail, et en même temps une excellente performance globale? Est-ce que dans mon organisation, j'ai déjà eu une semaine sans accident et sans maladie au travail, avec une excellente performance globale? Si oui, qu'est-ce que je dois apprendre? Quels sont les critères importants que je dois respecter pour savoir qu'une journée va partir en vrille? D'accord? Donc si c'est possible un jour, c'est possible tous les jours. Donc à nous de détecter qu'est-ce qu'on peut reproduire pour pouvoir maintenir un haut niveau de performance. Et on y arrive tous. Il y a tout, dans toute organisation, il y a des journées qui se passent super bien. On a super bien délivré au niveau production, au niveau qualité, au niveau sécurité. Ok, c'est quoi les clés? Il faut s'interroger, il faut se poser des questions, il faut aller chercher les clés. D'accord? Alors des fois, c'est pas évident, parce que et surtout, on ne sait pas les reproduire ou on ne sait pas les checker avant le début d'une nouvelle autre journée. Mais voilà, clé numéro 3, c'est possible un jour, c'est possible tous les jours. Alors de la même manière, si ça n'a pas été possible aujourd'hui, c'est se poser la question, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui nous a manqué ce matin pour que cette journée se passe sans accident? Absolument. Donc il va y avoir ce retour également, soit si ça s'est bien passé, pourquoi ça s'est bien passé, et s'il y a eu quelque chose, un incident, un accident, pourquoi ça s'est produit, et qu'est-ce qu'on devrait faire demain pour démarrer une journée où cette fois on aura bien une condition de plus. Je crois que c'est dans le principe itératif de dire qu'est-ce qu'on peut faire de mieux demain pour que ce cas de situation, ce type de situation ne se reproduise pas. Ouais. Et c'est surtout d'aller rechercher, de reproduire l'excellence quand on l'a réussi. Et il faut l'analyser pour ça. Et souvent, on ne prend pas le temps d'aller analyser, ce qu'il y a, les critères qui nous ont servi à atteindre ce niveau de performance. Et à les détecter et à pouvoir les reproduire. Clé numéro 4, alors là je vais vous parler du pouvoir des croyances. Alors les croyances, c'est pas une secte, je ne fais pas de la religion, mais les croyances c'est quelque chose d'important. Les croyances c'est toutes les pensées que l'on a, que l'on croit vraies. Et les croyances sont ultra puissantes. Quand on a une croyance sur quelque chose, on fera tout consciemment et inconsciemment pour aller dans le sens de cette croyance, pour donner raison à notre croyance. Donc imaginons, je crois que dans ma tête, c'est pas possible, le zéro accident, c'est pas possible. Il y a une petite voix, vous savez, on a tous une petite voix qui nous dit zéro accident, en fait, c'est pas possible. D'accord? Et puis elle le répète souvent, puis elle vous trouve plein de trucs qui montrent que c'est effectivement pas possible. Et donc cette voix-là, il faut arriver à la faire taire, parce que cette croyance-là, si on l'a, on n'arrivera jamais à l'objectif. D'accord? Une croyance, quand elle est forte, elle devient une certitude. Quand elle devient une certitude, on va agir, donc on va se comporter de manière à aller dans le sens de cette croyance. Ça va générer notre réalité qui va générer nos résultats. Et nos résultats vont venir confirmer notre croyance. Donc on est dans un cercle qui peut être soit vicieux, soit vertueux. On a deux types de croyances. On en a trois, mais je vais vous en expliquer deux. On a les croyances limitantes, donc celles qui, par rapport à notre objectif, vont nous limiter, et on a les croyances ressources, celles qui, par rapport à un objectif, vont nous servir.
Et donc, l'exercice à faire, c'est de lister toutes les croyances que l'on a sur la santé et la sécurité. Qu'est-ce que je crois, moi, personnellement? Donc déjà, il faut faire son travail sur soi. Après, on peut le faire en groupe avec le comité de direction. Qu'est-ce qu'on croit? Qu'est-ce que nos personnels sur le terrain croient? Parce qu'il y a plein de gens sur le terrain, ils ne croient pas que c'est possible. Donc, je vous dis, quand on ne croit pas que c'est possible, on réalisera, on viendra confirmer notre croyance. Donc, l'idée, c'est d'identifier, une fois qu'on a fait la liste des croyances, par rapport à notre vision qu'on a, quelles sont celles qui sont limitantes, quelles sont celles qui sont ressources. Celles qui sont limitantes, alors je vais commencer par celles qui sont ressources. Celles qui sont ressources, la question après à se poser, c'est comment je les valorise dans l'organisation. Donc comment je les fais connaître, comment je les diffuse, ces croyances ressources. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir comme croyance ressources ou croyance limitante? Par exemple, l'accident, c'est la faute du blessé. Ça pourrait être, est-ce que par rapport à la vision du zéro, est-ce que ça pourrait être une croyance ressource ou une croyance limitante? Généralement, ça va plutôt nous limiter. Voilà, ça va plutôt nous limiter. La sécurité, c'est la responsabilité de toutes les personnes. Est-ce que ça, c'est limitant ou est-ce que c'est ressource? Ça va plutôt mobiliser l'ensemble des collaborateurs. C'est plutôt ressource. Donc voilà. Donc là, cette croyance-là, ressource qu'on pourrait avoir, comment on va la valoriser en interne? Comment on va la mettre au-dessus des autres pour qu'elle devienne plus importante que les autres croyances? Et les limitants, il va falloir s'en séparer. Alors séparer une croyance, c'est très difficile quand elle est très fortement enracinée. Donc, si j'ai fortement la conviction que zéro accident, c'est pas possible, ça va être dur à l'enlever, mais on peut tenter. On peut déjà tenter en prenant conscience. Ok, en prenant conscience, ok, est-ce que tu réalises que cette croyance, elle va te limiter dans l'atteinte de ton objectif? Est-ce que tu en es conscient? Est-ce que tu acceptes les conséquences que cette croyance, elle va te limiter dans l'atteinte de ton objectif? Ok, si j'en prends conscience et je comprends conscience des conséquences, est-ce que je pourrais en changer? Quelle autre pourrait me convenir, que je pourrais accepter, qui pourrait être ressource par rapport à ce que je vais faire? D'accord? Donc ça, c'est effectivement le pouvoir. Et donc, une des croyances importantes à avoir, c'est que zéro accident, c'est possible. Si on n'y croit pas, on ne réalise pas. Si on y croit, on réalise. Et plus il y a de personnes dans une organisation qui croient, plus on a de chances de le réaliser. Moins on a de personnes qui y croient, moins on le réalisera. D'accord? Donc pour vous expliquer la puissance des croyances et engager une autre thématique aussi, je voudrais vous revenir, vous voyez, par exemple au projet Apollo, d'envoyer un homme marcher sur la Lune. Donc vous avez en 1961 Kennedy qui fait un discours et qui dit, allez, avant la fin des années 70, on va envoyer un homme marcher sur la Lune et on le ramènera sur Terre sain et sauf. D'accord? Donc ça, c'est une vision. Mais en même temps, est-ce qu'il a la croyance à cette vision? Donc au moment où il parle, il l'a. Quand on écoute, même dans la version anglaise, on sent qu'il y croit. D'accord? Et qu'est-ce que ça va générer, ça? Donc on a la vision, on y croit. Donc ça, c'est les deux premières étapes. Et ça va générer qu'on va aller pouvoir trouver les ressources nécessaires. Souvent, on se dit, j'ai pas les ressources, j'arrive pas à trouver les moyens, j'ai pas les compétences, j'ai pas l'expertise, j'ai pas la finance. Et quand on veut vraiment atteindre une vision, que c'est partagé par le plus grand nombre et qu'on y croit, on arrive à plus facilement, je dis plus facilement parce que c'est pas toujours évident dans certains contextes, on arrive plus facilement à aller chercher les ressources parce qu'on va trouver la manière d'aller convaincre les autres de pouvoir s'investir dans son projet. D'accord? Et seulement à ce moment-là, on réalise. D'accord? Alors, il y a plein d'exemples qui existent comme ça, et sans la vision et sans la croyance que c'est possible, ça s'arrête. En fait, vous avez une barrière et vous n'arrivez pas à trouver les ressources. D'accord? Donc, voilà. Donc les exercices précédents sont très importants parce qu'ils préparent dans le cheminement. Donc clé numéro, si tu appuies, voilà, numéro 5, est-ce que votre organisation a les structures et les ressources nécessaires? Donc une fois qu'on a travaillé la vision, qu'est-ce qui est acceptable, la vision que l'on a, l'objectif que l'on se fixe, qu'on a fait le point sur les croyances, on va se poser la question, okay, qu'est-ce qui pourrait me manquer? De quoi j'aurais besoin? Est-ce que j'ai la structure? Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que j'ai les expertises nécessaires? Donc, dans certaines organisations, il n'y a aucun souci, on arrive à les avoir. Mais dans d'autres, il faut aller les chercher. Et c'est la croyance en notre vision qui va nous permettre d'aller chercher ces ressources. Alors la question, c'est est-ce que c'est vraiment possible de le faire, ça? Alors, ouais, là, je vous montre un site industriel sur lequel j'ai eu la chance de travailler, un site qui fait 3000 personnes dans le nord de la France, que tu connais. Donc, un super site industriel, Céveso. D'accord. Sur ce site de 3000 personnes, on a été capable d'aller chercher 1 million d'heures sans accident de travail avec arrêt. Sur un site de 700 personnes, 2 millions. 2 millions, ça correspond à peu près à 2 ans. D'accord. Donc,
regardez en termes de millions, de nombre d'heures que vous travaillez, puis regardez combien d'années ça pourrait vous faire sur vos sites d'aller chercher 1 million, 2 millions. Et aujourd'hui, on est capable d'avoir des organisations. Il n'y a pas une semaine sur LinkedIn où je ne valorise pas une entreprise qui a atteint donc 10 ans, 3 ans, 600 jours, mais on va beaucoup plus loin, même dans les domaines de la construction, 1 million, 6 millions, 9 millions, et j'ai encore valorisé il n'y a pas si longtemps des entreprises qui avaient été cherchées jusqu'à 10 millions. Donc aujourd'hui c'est possible, il y a de plus en plus d'organisations. Oui, et puis je pense que dans les exemples là que nous a sélectionnés, on voit aussi que c'est tout type d'activité et tout type de taille d'entreprise. C'est pas réservé aux très grosses entreprises, c'est pas réservé à un secteur particulier, l'industrie, la chimie. Ouais, tout type d'activité aujourd'hui, c'est parce que ça part du leader de l'organisation qui va arriver à convaincre son comité de direction et puis les gens qui le suivent que voilà, c'est possible et c'est ce qu'il veut. Parce qu'il n'accepte pas qu'il y ait des gens qui se blessent. Et donc, bien évidemment, dans tous les domaines, et le plus hallucinant pour moi, ça a été la construction. J'ai fait 3 démarrages d'usines, et quand sur un, j'ai réussi à faire l'ensemble du chantier, qui représentait plusieurs millions d'euros sans accident, je me suis dit, c'est possible. Alors que l'environnement, normalement, il change tout le temps. Un jour, vous avez un mur, le lendemain, vous ne l'avez plus, ou vous en avez un deuxième, le surlendemain, vous avez une machine, etc. Vous avez les énergies, vous avez 50 personnes, des fois au mètre carré, qui travaillent. C'est impressionnant et on peut y arriver. Donc c'est réellement possible. Aujourd'hui, il y a suffisamment d'organisations qui arrivent, voilà, pour que je puisse vous convaincre que c'est possible. Alors, il y a un prérequis. Oui, évidemment. Il y a un prérequis. Un piège. Ouais, alors, parce que je me suis longtemps posé la question, on peut avoir conscience que 0 accident, c'est pas acceptable, et que l'on veut, et qu'éventuellement on y croit, mais entre la conscience et l'action, des fois, ça passait pas. Il y avait quelque chose qui manquait. Je me disais, mince, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui pourrait déclencher l'action? Parce que sans action, si on ne fait pas les petits pas vers sa vision, il n'y a rien à faire, ça ne décroche pas. Et j'ai longtemps cherché un mot qui pouvait exister dans la langue française, et je ne le trouvais pas. Jusqu'à récemment, je lisais un bouquin, il y a un mot, volition. Et je regarde dans le dictionnaire, volonté d'agir. Donc en fait, le mot souvent qui manque, c'est la volonté d'action. Et même, je vais aller plus loin quand j'accompagne les organisations, quand j'accompagne un comité de direction, on va plus loin. C'est quelle est votre volonté de poser des actions qui vont être impactantes? Parce que bien souvent, on a tendance à refaire la même chose. Ça, c'est un mot inventé, la volimpaction. C'est mon invention, mais on a tendance à dire ouais, les gens ils sont ok, mais en fait ils refont ce qu'ils font naturellement, parce que dans nos habitudes, on a tendance à aller vers notre zone de confort. Et donc toute l'idée, si on veut vraiment faire quelque chose de différent, c'est que moi je puisse donner le petit coup de coude qui va sortir de la zone de confort. Vous voyez, c'est dans la zone d'instabilité qu'on appelle aussi la zone d'apprentissage, mais où on est mal à l'aise, parce que on s'expose, on prend des risques. On va se mettre en danger, donc on a peur du regard des autres, on a peur du jugement, on a peur d'échouer. Et donc ça, c'est un autre aspect de l'état d'esprit qu'il va falloir que je travaille, c'est la peur d'aller dans sa zone d'inconfort, dans sa zone d'apprentissage. Et donc, quelle est notre volonté de poser des actions impactantes? Et ça, vous pouvez essayer de vous évaluer en essayant d'être honnête avec vous-même. Ok, quelle est ma vraie volonté de poser des actions innovantes, différentes de ce que j'ai déjà fait? Est-ce que j'ai une vraie volonté de poser des actions qui vont avoir un impact avec les risques si ça ne marche pas? C'est là généralement que ça bloque. Parce qu'il y a tellement de peur de se dire bah oui, mais qu'est-ce que vous pensez personnel si on fait telle action et que ça ne marche pas, si on lance encore tel truc et que ça marche pas. Et donc ces peurs, elles freinent, elles immobilisent. Et donc il faut les passer, il faut les casser. Alors, il y a des techniques, mais ce n'est pas l'objet ici de discuter. Voilà. C'est pas l'objet, ça c'est clair, mais c'est quelque chose qui est indispensable, c'est de passer à l'action et d'accepter l'erreur. Ouais. Vas-y, sur le 8e. Et donc la clé numéro 8, c'est les 3 clés. Alors généralement, c'est les 3 clés sur laquelle la société Culture Santé Sécurité travaille. On travaille sur les états d'esprit. Donc vous avez vu, là, je vous ai posé beaucoup de questions avec un cheminement, normalement, qui est assez cohérent. Et dans ce cheminement, le premier état d'esprit, c'est l'état d'esprit qu'on va travailler. Alors qu'est-ce que l'état d'esprit? C'est une intention, une volonté, une manière de penser et d'agir. Par exemple, pour atteindre 0 accident, pour préserver la santé et la sécurité de mon personnel, pour maîtriser des dangers. Donc on va travailler les états d'esprit. Les états d'esprit, généralement, on va les travailler à 3 niveaux. Donc les valeurs, donc qu'est-ce qui est important pour nous?
On va travailler les croyances, je vous en ai parlé tout à l'heure, et on va travailler les émotions, donc la gestion des émotions. Donc, vous savez qu'on est capable de générer des émotions positives, des émotions négatives, on est capable de vivre des émotions positives, des émotions négatives. Donc, quelles sont les émotions les plus adaptées, pareil, à notre vision du zéro accident. Donc, on rentre vraiment dans le détail de l'état d'esprit. Et le premier état d'esprit, effectivement, qu'il faut aller changer, et généralement dans mes accompagnements, il y a généralement maintenant toujours un accompagnement du dirigeant en coaching individuel, c'est l'état d'esprit du leader de l'organisation. D'accord ? Là, je vous montre un leader. Alors, qui c'est qui connaît éventuellement cette personne-là ? Non, plus personne. Je me souviens plus de son nom. Comment il s'appelle déjà ? Polonel. Donc, alors, Polonel, ça ne dit rien à personne, c'est normal. Il a été CEO d'Alcoa dans les années 80. Et dans les années 80, Alcoa donc, était coté en bourse. Donc, Alcoa, c'est quand même l'industrie de l'aluminium, transformation de l'aluminium. Donc, on n'est pas sur petite installation. D'accord ? Donc, ce monsieur, quand il est arrivé, qui a été nommé par le conseil d'administration, ça a été un des premiers CEO au niveau mondial qui a mis la sécurité comme priorité. Donc, il a dit, à la première réunion des actionnaires, mon objectif, c'est zéro accident. Et si vous voulez savoir comment va performer Alcoa dans le futur, il faudra regarder les indicateurs santé-sécurité. Alors, il a été suivi par tout un tas de CEO au niveau mondial. C'est grâce à ça que dans certaines organisations, on a pu faire des grandes choses, parce qu'ils se copient tous, les CEO. Ils se copient tous, et donc ça, c'est extraordinaire. Ça nous a aidés, nous, en santé-sécurité. Enfin, moi, ça m'a permis de rencontrer des CEO qui avaient cette mentalité-là, donc d'aller beaucoup plus loin, d'aller beaucoup plus vite dans l'atteinte d'objectifs ambitieux. Et donc, voilà, je le prends comme modèle, et j'ai d'ailleurs fait une petite vidéo YouTube où vous pourrez, si vous tapez culture sécurité Polonel, vous retrouverez, ou leadership security, vous retrouverez la vidéo sur YouTube. Et donc, il y a le premier état d'esprit qu'il faut aller généralement travailler, ça va être, est-ce que le leader de l'organisation, il a les bonnes valeurs, la bonne priorité des valeurs, les bonnes croyances? Parce que si lui-même, au fond, il dit, ouais, je veux y aller, je veux zéro, mais il le dit parce qu'il sent moralement l'obligation de le dire, et qu'il ne le pense pas réellement en lui, ça ne marchera pas. D'accord ? Donc ça, il faut aller le détecter, et puis bien évidemment, quel type d'émotion il est capable de générer. Et lui, le leader, c'est quelqu'un qui a la capacité d'influence, c'est une capacité qu'on peut développer. Donc on a tous des capacités d'influence, hein. On éduque nos enfants, on a une influence. Donc on a des capacités, des personnes ont des capacités d'influence sur une personne, d'autres sur 10, d'autres sur 100, d'autres sur 1000, d'autres sur 10 000, d'autres sur 1 million. Un président, par exemple, qui va faire une élection au niveau d'un pays, c'est sur plusieurs millions. Il va aller capter, il va aller influencer nos états d'esprit. Il va aller nous influencer. Donc le leadership, c'est une capacité d'influence, capacité à influencer nos croyances, nos valeurs, nos comportements pour l'atteinte d'un objectif, pour l'atteinte d'une vision. D'accord ? Donc si on aligne bien tout ça, ce leader, il peut avoir la capacité à aller influencer son comité de direction, mais même plus son personnel. Et donc, dans un site, par exemple sur 3000 personnes, vous prenez 10 leaders, ça peut être suffisant pour aller faire un turnaround. S'ils ont le bon état d'esprit, ça marche. Mais par contre, il faut avoir travaillé l'état d'esprit en amont. Parce que sinon, ils vont répéter ce qu'ils ont toujours fait, et ils vont répéter, bien évidemment, les erreurs qu'on va faire. Et donc, c'est cette capacité à aller influencer les états d'esprit individuels et collectifs qui crée la culture. Donc la culture, c'est en fait un ensemble d'états d'esprit individuels qui sont en collectivité. Donc c'est des gens qui partagent les mêmes valeurs, majoritairement, on va dire, parce que la culture est fluctuante dans l'organisation, mais globalement, c'est des gens qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes croyances, les mêmes manières de faire. C'est ça la culture d'une organisation. Et voilà comment on peut le transformer. Donc les trois sont interreliés. Et l'avantage, c'est quand on a transformé la culture, cette culture, elle vient donner un feedback au leader, parce que d'un seul coup, il se met à avoir des résultats, il se rend compte qu'il a des résultats non seulement sur la santé et sécurité, mais qu'en plus, généralement, souvent ce qui se passe, il a augmenté ses performances globales en plus. Donc c'est là qu'est la cerise sur le gâteau. Et donc ça vient en fait renforcer sa croyance qu'on a changé initialement. Donc là, on joue vraiment sur le cycle des croyances. Le cycle vertueux. Je pense que dans les croissances ressources, tu viens d'en donner une. Le fait d'associer la santé et la sécurité de ses collaborateurs à la performance générale de l'entreprise.
C'est absolument pas une opposition, c'est pas on n'investit pas à perte pour la santé et sécurité. C'est en fait un retour sur investissement. Il y a eu des études qui ont été faites d'ailleurs dessus, sur le retour sur investissement, sur la prévention en général dans la santé et sécurité. Et on est toujours aux alentours d'un ROI de 2,5, je crois. Absolument. Donc ça, c'est vraiment important. Et c'est pour ça qu'aussi, on a des fois des CIO qui nous aident dans la démarche, parce qu'ils ont compris que ça apportait une performance. Pourquoi ça apporte une performance globale plus importante? Parce que on prend soin des personnes qui créent la valeur dans l'organisation. C'est les personnes qui créent la valeur dans l'organisation. Et si vous en prenez soin, elles prendront soin de votre business. Un petit résumé peut-être, parce que on vient de balayer les 8 éléments principaux. On est largement dans les temps, on va prendre des questions un petit peu après si vous en avez. Le petit résumé des 8 clés, je te laisse reciter. Alors, la première, donc, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui est acceptable ou qu'est-ce qui n'est pas acceptable? Et de se dire, ben, si c'est pas acceptable, qu'est-ce qui est acceptable pour nous? Et donc d'emmener vers la logique, ben, c'est 0 accident qui est acceptable pour nous, mais d'avoir poser cette vision, mais cette vision active, c'est-à-dire que la vision où on va faire des petits pas qui vont nous emmener vers cette vision. D'accord, je vous dis, on a tous eu des rêves. Moi, par exemple, je voulais être spéléologue. Bon, pas spéléologue. J'ai pas fait suffisamment de petits pas pour être spéléologue. Donc, voilà. Mais ceux qui ont fait les petits pas vers leur vision, ils l'ont réalisé. D'accord? Donc, premièrement, vision active. Deuxièmement, il faut choisir entre la folie et l'apprentissage. Est-ce que je vais refaire toujours la même chose et donc m'attendre à un résultat similaire, ou est-ce que j'accepte de faire essai, erreur, ajustement, avec les conséquences que ça a? Et dans notre société, on voit mal d'un œil les gens qui font des erreurs, et donc ça fait partie aussi de l'état d'esprit à travailler. Il faut accepter qu'il y a des erreurs qui vont être posées, hein. Et toi, tu as fait une conférence sur les erreurs. L'être humain est une machine à erreurs, on fait entre 5 et 10 erreurs par heure. Alors nous, administratifs, c'est pas gênant, hein. Nos erreurs, ça va être une faute d'orthographe, une ligne qu'on va sauter. Et quand on est exposé à des dangers très importants, l'erreur, là, elle peut être fatale. D'accord? Donc là, il faut un certain état d'esprit. Donc choisir entre la folie ou l'apprentissage, deuxième clé. Troisième clé, si c'est possible un jour, c'est possible tous les jours. Donc, qu'est-ce qui a été capable de créer notre succès pendant une journée? Est-ce que je suis capable d'en retirer des éléments que je pourrais répéter ou qui pourront me servir de critères pour savoir qu'une journée pourrait mal démarrer et donc pouvoir la rectifier avant qu'il y ait quelque chose qui se passe? Choisir ses croyances ressources. Donc, je vous ai dit, on a les croyances, c'est toutes les pensées que nous croyons vraies. Donc, dans toutes ces pensées que nous croyons vraies, et on a tous des croyances sur des choses. Là, vous me regardez, vous avez des croyances sur moi. Moi, je vous regarde, j'ai des croyances sur vous. Mais est-ce que ces croyances sont ressources pour l'atteinte de ma vision? Et vous savez, des fois, on peut avoir une croyance sur quelque chose. Aujourd'hui, elle est peut-être ressource, demain, elle sera peut-être limitante. Donc, ça veut dire qu'en chemin, il ne faut jamais s'attacher à une croyance. Et on s'identifie des fois à nos croyances, et ça, c'est un problème, mais il faut se détacher de la croyance, parce qu'il faut juste se dire, est-ce que ma croyance, c'est la croyance que j'ai, elle va me servir ou pas? Et la clé, elle est là. Ensuite, une fois qu'on a posé la vision, donc pensez à l'image de Kennedy qui dit, il annonce sa vision, il y croit, et le fait qu'il y croit, il va réussir à trouver les ressources, parce que financer un projet comme ça, à l'époque, c'était quand même assez extraordinaire. Il fallait aller chercher des financements, il fallait aller chercher les compétences, il fallait aller chercher, organiser les structures, c'est un truc incroyable. Mais c'est avec cette croyance en cette vision qu'on a la capacité d'aller chercher les ressources. S'inspirer des organisations qui réussissent. Donc on a de plus en plus d'organisations qui réussissent aujourd'hui. Hein, sur LinkedIn, de toute façon, si vous me suivez, toutes les semaines, il n'y a pas une organisation quelque part dans le monde que je valorise qui a été chercher plusieurs centaines de jours ou millions d'heures sans accident de travail avec arrêt. Donc on repousse vraiment de plus en plus les limites. Hein. Donc aujourd'hui, c'est réellement possible. Alors, ces sociétés-là, comment elles vous inspirent? Comment vous vous en inspirez? Est-ce qu'on va les visiter? Est-ce qu'on va s'inspirer des pratiques qu'ils font? Et je dis s'inspirer parce que c'est pas forcément faire un copier-coller. Parce que j'ai fait aussi des copier-coller, je suis allé bencher, comme vous, j'étais en charge dans des entreprises, et donc j'allais voir toujours ce que le meilleur il faisait. Et
Et qu'est-ce que le meilleur il fait? Et puis des fois on veut le reproduire, et puis des fois nous c'est pas le bon contexte, c'est pas le bon moment. Ok, tant pis, un essai, erreur, ajustement. Voilà. On recommence. D'accord? Donc c'est vraiment important d'avoir cet esprit, mais comment elles vous inspirent ces organisations-là? Qui dans votre secteur est un bench? Qui dans votre secteur a repoussé les limites? Il faut prendre contact. Le téléphone, moi je prenais le téléphone et puis on appelle le gars et puis tiens, est-ce qu'on peut rencontrer? Et généralement les gens ils vous disent pas non. Et vous allez apprendre plein de choses. 7. La volonté de poser des actions impactantes. Donc on peut avoir conscience de tout ça. C'est pas pour autant qu'on va poser des actions. Et c'est seulement que si on pose des actions que les choses vont se réaliser, sinon elles ne se réaliseront jamais. Et donc il nous faut la volition. Donc c'est un mot qui est vraiment pas utilisé dans la langue française, mais qu'il va falloir qu'on remette à la mode, parce que dans plein de domaines, vous savez, pour le climat, on a tous conscience que ça va partir en vrille, et pour autant on n'arrive pas. On n'arrive pas à poser les actions. D'accord? C'est la même chose. Donc il nous manque la volition, donc la volonté d'action. Et moi je dirais même encore plus pour un leader, d'accord? Et nous là on aurait besoin d'un leader quelque part dans le monde, quelqu'un qui prenne un vrai leadership, c'est quelle est ma volonté de poser des actions impactantes dans ce sens-là? D'accord? Impactantes. Et impactantes, c'est un risque. Parce que je peux impacter positivement, et des fois on peut impacter négativement avec en ayant eu l'intention d'impacter positivement. Moi ça m'est arrivé une fois sur une organisation. On avait réfléchi et puis on avait décidé 3 actions. Et heureusement qu'on en avait décidé 3. Celle qui était phare, qu'on pensait qu'elle allait nous servir, en fait, au moment de l'implémenter sur ce site, c'était pas le bon moment, c'était pas le bon contexte. Les gens, il y avait des tensions, il y avait des réorganisations, et en fait, notre action avait généré plus de peur et plus de crainte. Ça, il faut l'identifier tout de suite pour essai, erreur, ajustement. Boum, on a remisé tout sur une deuxième qui nous a permis d'aller chercher la performance, de transformer l'état d'esprit collectif de l'organisation. Donc faut bien analyser, bien sentir son organisation pour pouvoir détecter ces éléments-là et pouvoir les ajuster. Et la dernière? Et la dernière, il faut travailler sur les 3 piliers. Donc les 3 piliers, c'est l'état d'esprit. D'accord, son propre état d'esprit à soi déjà, à soi en tant que préventeur, en tant que directeur santé-sécurité. Est-ce que moi, je génère des émotions positives? Est-ce que j'ai la croyance aussi? C'est pas. Moi, je peux vous dire que j'ai longtemps douté. Au début de ma carrière, je travaillais dans des entreprises où il y avait des accidents tous les mois ou toutes les semaines. Je me disais, c'est pas possible. Pourtant, j'applique la réglementation. Je viens de me faire certifier ISO 18000, machin. Et j'ai encore des accidents. Et on se dit à un moment donné, merde, t'es nul, change de job. Et là, il faut vraiment y croire pour aller chercher plus loin, et aller chercher plus loin pour tester plus loin. Et il faut ça. Donc il faut travailler son état d'esprit. Le premier état d'esprit à travailler dans une organisation si on veut faire le changement, c'est l'état d'esprit du leader. D'accord? Et des fois, il peut être d'apparence de bonne disposition, mais des fois, non. C'est pour ça que maintenant, je vous dis, je fais un coaching individuel généralement avec le dirigeant de l'organisation ou du site, parce que des fois, il y a des choses à aller rectifier, et si on ne les rectifie pas, on va aller se planter. Et ça, je l'ai vu par expérience, parce que on n'a pas anticipé ça, on ne l'a pas travaillé, et puis voilà, on n'a pas réussi. Et puis en revenant sur l'analyse de ça, on se dit, oui, tiens, là, il y a eu telle croyance qu'on n'avait pas soulevée, qu'on n'a pas transformée. Et voilà. Et ça va permettre de transformer la culture. Donc c'est le leader, c'est le leadership, je le rappelle, c'est une capacité d'influence, c'est une capacité qu'on peut développer. Et aujourd'hui, quand vous avez un leader dans une organisation, il a déjà une capacité d'influence. Et nous, ça va être de lui faire passer à un stade supplémentaire pour aller dans notre vision du zéro accident. Et ils ont tous déjà une capacité de leadership et d'influence. Et on va aller l'augmenter pour encore avoir plus d'impact. Merci beaucoup David pour cette présentation sur ces 8 clés que tu donnes à tout le monde, à chacun un petit peu de regarder où est-ce qu'il en est sur ces 8 clés. Est-ce qu'il y en a certains où il est prêt, où il a déjà réfléchi à ces questions, peut-être pas à toutes ces questions en même temps. Il nous reste encore quelques minutes si jamais il y avait des questions dans la salle. Moi j'aurais quelques questions à poser. Bon, on n'a pas encore de questions, il y en aura peut-être qui viendront. Moi j'aurais une question à poser parce que très souvent, quand on veut vraiment quelque chose dans une entreprise, on finit par y mettre tellement d'énergie
et d'enjeux par rapport à ça. Est-ce que tu n'as pas un risque que les gens cachent les accidents à un moment donné? Est-ce que pour éviter de casser le rêve ou la croyance du dirigeant, est-ce qu'on ne va pas mettre sous le tapis des choses moyennement graves, on va dire, jusqu'au jour où ça devient l'accident mortel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le cacher non plus, et à ce moment-là, ça remonte. Est-ce que ça peut arriver? Alors oui, ça arrive. Surtout quand on a une forte pression sur les objectifs qu'on s'est fixés. Et si, notamment, les objectifs sont liés à des bonus ou des primes. Donc on sait que c'est un motivateur important, mais comme tout outil, il y a des équilibres à trouver. Et des fois, c'est poussé à l'extrême et ça amène des gens à avoir des comportements qui ne vont pas être éthiques. C'est pour ça que j'insiste sur le mot durable et éthique souvent, parce que justement, j'essaye de revenir à des choses éthiques. J'ai moi-même vécu des choses des fois qui n'étaient pas éthiques, parce que la pression sur l'objectif est tellement forte qu'effectivement, ça peut nous amener à nous-mêmes à avoir des comportements qui ne vont pas être éthiques, qui ne vont pas être justes vis-à-vis des personnes. Et donc, oui, ça existe. Alors après, c'est bien de s'en rendre compte, c'est bien de les discuter, c'est bien de les partager, c'est bien d'en prendre conscience pour qu'on le modifie, parce qu'effectivement, on peut partir dans des dérives. Et donc, oui, ça existe. L'avantage de se faire accompagner par quelqu'un en externe, moi j'ai souvent utilisé des sociétés de consulting quand j'étais avant à vos fonctions, c'est justement cet œil extérieur que la personne est capable de nous dire, bah ouais, attends, là, voilà, là ça prend une mauvaise direction, pour pouvoir rectifier. Donc oui, ça peut exister, et moi justement j'essaye de le faire le plus éthiquement possible, mais oui, des fois ça va être une des problématiques. Il y a toujours des avantages, il faut toujours trouver la balance entre les effets bénéfiques de quelque chose. Donc un leader, c'est super, parce qu'il a une capacité d'emmener, mais en même temps, un leader, généralement, il a horreur de perdre. Je sais pas, c'est comme ça. Et donc, la problématique, c'est que justement, il ne va jamais vouloir accepter de perdre. Et là, ça peut emmener sur ce qu'on appelle en coaching la zone d'ombre. Et on a tous une zone d'ombre, hein. On a tous une zone de lumière, on fait des choses super. On a tous, à un moment donné, quand on nous pousse dans nos retranchements, une zone d'ombre. Des fois, on peut y tomber dans cette zone d'ombre. Et donc, là, l'avantage de se faire accompagner, c'est que on peut justement anticiper, éviter de tomber, d'aller trop loin dans la zone d'ombre et revenir sur des choses qui sont acceptables éthiquement, moralement. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'on fait ça pour les personnes et qu'à la fin, si les personnes sont accidentées puis qu'on les retrouve sur le site dans une salle télé, généralement ça n'améliore pas la performance globale. D'accord, c'est qu'on a loupé quelque chose. Tout à fait. Je pense que c'est important de rester en contact avec le terrain, avec la réalité des faits, et que tous ces systèmes qu'on peut construire ne nous éloignent pas d'une réalité beaucoup plus terrain. Donc, je pense que dans les clés, il y a justement cette volonté aussi d'avoir l'ensemble des personnes qui adhèrent, ou la grande majorité, qui adhèrent à ces mêmes croyances. Si certains pensent en croyance que c'est la lobby du dirigeant et restent dessus, ils vont vouloir justement continuer à faire que cette croyance soit vraie, malgré tout ce qui peut se passer. Donc je pense qu'il faut vraiment que ce que tu nous as dit sur la croyance soit quelque chose qui soit très partagé et qu'il y ait un travail pour que la croyance soit de tous, que ce zéro accident est possible, et que si quelqu'un échoue, tout le monde échoue en fait. Voilà. C'est pas la croyance de l'un, et accepter l'essai-erreur ajustement. Et c'est généralement là où à un moment donné, quand un leader s'aperçoit que ça prend pas la bonne direction, lui il va quand même tout faire, et puis des fois on passe dans la zone d'ombre. Mais on l'a tous, hein. Je ne vais pas dire que je suis vertueux, mais moi-même, pareil, si on me pousse dans certains retranchements, je vais mettre ma zone d'ombre en avant, parce que c'est mon ego qui va me protéger. Là, on rentre dans des domaines un peu plus psychologiques de l'état d'esprit, mais il faut bien les comprendre, parce qu'on travaille avec l'humain. Nous, notre job, c'est d'aller aider des humains, et l'humain, il a des fonctionnements. Des fonctionnements qu'on connaît de mieux en mieux, hein, avec les neurosciences, avec tout ça, avec tous les apports, toutes les connaissances maintenant qu'il y a. Et donc, à nous de décrypter ces connaissances et de les utiliser au service pour faire les choses correctement. Tout à fait. Est-ce qu'on a une question qui est apparue? Oui.
Bonjour. Donc je suis un préventeur, un peu comme pas mal de monde, je pense, autour de la salle. Ma question, c'était de dire, vous avez une vision active du zéro accident. Est-ce que vous avez pu porter ça dans la dernière entreprise dans laquelle vous étiez, en tant que directeur, HSE, parce que vous aviez un directeur, un DG qui était, on va dire, moteur là-dedans, qui vous a écouté, ou vous avez dû justement monter votre propre structure pour aller porter un message, parce que vous étiez sûr de vos convictions et que vous pouviez peut-être faire ça dans d'autres entreprises et pas en fait dans la dernière dans laquelle vous étiez? Alors, la dernière entreprise dans laquelle j'ai travaillé, c'était un ancien employeur que j'avais quitté qui m'avait rappelé. D'accord? Donc, il m'avait rappelé. C'est rare, hein, vous quittez une entreprise, généralement, on ne vous rappelle pas. Enfin, c'est plutôt rare. Et là, cet employeur, il est venu me rechercher. Il m'a dit, David, on a besoin de ton aide parce que c'est reparti à la dérive. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu, mais moi, j'avais vraiment envie de construire ma société. J'avais vraiment envie d'être indépendant. Je venais juste de me lancer en indépendant. Et donc, il m'a repris et puis j'ai accepté parce que quand quelqu'un vous veut, il sait vous attirer. Voilà, il sait faire ce qu'il faut faire. Mais non, ma vraie conviction, donc là, je suis reparti pour créer ma société maintenant et la faire durer. J'ai envie de créer pour moi. J'ai travaillé pour les autres. Je vais encore travailler pour les autres, mais en même temps, constituer ma société. Donc oui. Donc là c'est une particularité, c'est-à-dire que voilà, c'est un employeur sur lequel on avait déjà fait des choses bien. C'est parti à dérive, parce que vous savez, ça peut vite partir à dérive. Vous changez des fois un directeur industriel, il n'a pas la même vision que l'ancien, il a d'autres priorités que le CIO lui a fixées, et puis d'un seul coup, on va délaisser, on va pas mettre la même intensité, on va pas faire enfin voilà, vous comprenez ce que je veux dire, et donc ça va pas se passer comme c'est prévu. Donc j'espère que ça répond en partie à toute une partie de votre question. Je pense que tu as raison. Hein. Tout ce qu'on ne cherche pas à améliorer finit toujours, malheureusement, par se dégrader. Donc si on ne travaille pas le sujet en permanence, oui. Forcément, ça va décliner. Si vous avez déjà atteint 2 millions et vous visez 5 millions, il va falloir se reposer sans cesse les questions, parce qu'il va falloir aller chercher plus loin. On ne pourra pas toujours avec les mêmes outils. Donc qu'est-ce qu'il va falloir trouver d'autre pour garder l'attention des gens au moment où ils font l'action? Parce qu'à la fin de la fin, ce que l'on fait, c'est qu'il y a une personne à un instant donné de son travail qui est exposé à un danger, et à ce moment-là, s'il est attentif, dans 99,9% des cas, il n'y arrive rien. Merci pour la question. Bonjour, bien tourné au PPBTP. Le temps d'accompagnement pour une entreprise, à peu près, alors ça dépend de la taille et puis ça dépend de la maturité initiale. Donc en fait, ça peut aller de... Alors moi, dans les accompagnements que je fais, il y a un coaching du dirigeant, donc c'est au moins 3 mois, il y a une action avec le comité de direction, et après, je fais un suivi. Je fais un suivi pendant 6 mois ou 1 an, d'accord? Parce qu'en fait, c'est les essais-erreurs ajustements qu'il faut qu'on ait le réflexe de faire. Parce que généralement, vous voyez, moi j'ai utilisé longtemps ça, on fait appel à une société de consulting, elle nous fait un audit avec un bon rapport, on a des actions, qu'est-ce qu'on va faire? On va en implémenter 50%, celles qui nous semblent être dans nos zones de confort, parce que les autres, en fait, elles vont nous remettre trop en cause qu'on ne va pas y arriver. Donc moi, tout mon challenge, quand j'accompagne, c'est que j'obtienne un engagement sur les actions et que je suive leur implémentation jusqu'à ce qu'on délivre. Donc moi, j'accompagne jusqu'à la transformation. Je fais la transformation de la culture sur la santé et la sécurité. Donc ça peut durer, on va dire, de 6 mois à 12 mois. Ou plus si c'est des tailles plus importantes d'organisation, ou si c'est du multisite. Enfin, après, ça dépend du contexte. Et ça va surtout dépendre du niveau de maturité actuel. C'est-à-dire si c'est des entreprises qui sont vraiment à l'âge de pierre, ça va quand même être un peu plus long. Parce qu'il y a la maturité. Vous savez, c'est comme... on va reprendre l'échelle de maturité, alors qu'on connaît tous, c'est la courbe de Bradley. Alors, on reprend l'échelle de maturité, en fait, des personnes. Au début, on est réactif, on est bébé, on pleure, on a besoin de quelqu'un pour venir nous aider. Après, on est dépendant, d'accord, pareil, de notre famille pour grandir, pour l'éducation. Après, on est adolescent et là, on veut notre indépendance. Puis après, on est interdépendant, on est adulte. La courbe, elle reprend des courbes d'organisation, de psychologie humaine. Et donc,
à un moment donné, si je tombe dans une organisation qui est déjà très réactive, bah, ça va être quand même plus long parce qu'il va quand même falloir passer par les différents stades de maturité. C'est-à-dire, on ne peut pas demander à un enfant qui vient d'apprendre à marcher, d'accord? Donc, pour apprendre à marcher maintenant, tu sais, hein, est-ce que quelqu'un sait combien de fois on tombe avant d'apprendre à marcher? Donc Edison, pour faire l'ampoule, il avait fait 10 000 fois, et un enfant, c'est combien? Un chiffre au hasard. 2 à 3 000. 2000. 2000 fois. Donc l'enfant, il ne s'est jamais démotivé. Qu'est-ce qu'ont fait ses parents? Ils ont fait deux choses essentielles, ses parents. Et on est des parents, à un moment donné, dans notre vie, on le deviendra. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un environnement sûr, donc s'il tombe, ils ne se laissent pas, et à chaque fois, ils l'ont encouragé. D'accord? Donc c'est la même chose, et à ce moment-là, je ne peux pas demander à un bébé de courir le 100 mètres comme Usain Bolt. Hein, on est d'accord? Donc je ne peux pas faire des miracles dans la... Mais s'il y a vraiment la volonté du dirigeant, il y a des choses qu'on peut faire très vite. Très vite. Oui. Ma question était, est-ce que vous avez abandonné parce que du coup le dirigeant n'était pas suffisamment impliqué dans alors la démarche? non, je dirais j'ai plutôt quitté des entreprises, ou une entreprise en particulier, parce que les dirigeants, j'arrivais pas à changer leur mindset. Donc oui. Donc oui, parce qu'à un moment donné, on n'est pas des arbres. Hein. On a, nous, l'avantage, on n'a pas des racines. C'est-à-dire si on n'arrive pas dans l'entreprise et que les dirigeants, on n'arrivera pas et que ça ne marchera pas, on a le choix d'aller voir ailleurs. Hein, ça, il faut s'en souvenir. À un moment donné, voilà. Tout à fait. Donc moi, c'est difficile des fois. Il y a des organisations où c'est difficile, ou peut-être même, ce serait très difficile. Je ne vais pas dire impossible, parce que rien n'est impossible. Impossible n'est pas français. Et puis j'ai la croyance que, toujours moi, cette croyance qui m'anime, qu'à un moment donné, on peut trouver les clés. Mais, voilà, il y a des contextes particuliers où c'est plus difficile. Mais dans le bâtiment, je suis vachement surpris, parce que dans le bâtiment, il y a des grandes sociétés aujourd'hui qui sont capables de faire des chantiers avec plusieurs millions d'heures sans accident. Et à côté de ça, vous allez avoir les plus petites entreprises où ils n'ont pas cette culture, cet état d'esprit, ils n'ont pas ce leadership, parce qu'on les a pas, ils n'ont pas les connaissances, tout simplement. Hein. Moi, je fais de l'apport de connaissances, j'ai du transfert de connaissances. Ils n'ont pas ça, donc en fait, ils ne pourront pas. Ils pourront pas, ils auront beau avoir toutes les volontés, à un moment donné, si on n'a pas les outils et les bonnes techniques. Vous voyez, les croyances, c'est quelque chose qui m'a mis des années à comprendre. Je ne savais pas que quand on avait une croyance, on en faisait une certitude, et si cette certitude on l'a, on fait tout consciemment et inconsciemment pour donner raison à notre croyance. C'est puissant. Et quand vous avez compris ça, là vous vous faites un check à vous-même et vous dites qu'est-ce que je crois? Qu'est-ce que je crois moi vraiment? Parce que déjà moi si je ne suis pas aligné moi-même en tant que préventeur, je ne vais pas aller loin. C'est la base, on est d'accord. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Du coup, ma question c'était plus par rapport aux jeunes entreprises dans cette démarche. Comment est-ce qu'on crée et comment est-ce qu'on changeait le mindset des leaders pour les amener à considérer toute la démarche? Et je veux dire vraiment rien que de leur faire prendre, de leur faire prendre en considération que c'est quelque chose à travailler, qu'il y a un objectif à atteindre. Ouais. Alors, là, c'est les clés justement que j'ai essayé de vous donner. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut accepter pour notre organisation? Ça va démarrer de là. Qu'est-ce qui est acceptable pour notre organisation? Si le dirigeant me dit, c'est acceptable que les gens se blessent. Et vous savez, au début de ma carrière, je travaillais pour des entreprises où, même sur le terrain, les gens, il fallait qu'ils aient des cicatrices pour montrer que c'était des hommes. Et dans le bâtiment, on va retrouver ça fort. Voilà, donc c'était la culture qu'on leur inculquait. Si t'as pas ta cicatrice, si t'as pas ta brûlure, si t'as pas, t'es pas bon. Ton doigt au moins dans l'industrie. Voilà, donc voilà. Donc qu'est-ce que lui il veut, il accepte ou pas pour son organisation. Après, est-ce qu'il est prêt à changer? Est-ce qu'il est prêt à regarder son organisation et à se dire, ok, là tiens, j'arrive à faire une journée où personne ne s'est blessé sur le chantier ou dans mon atelier, et en même temps on a fait une bonne performance. Ok, wow. Comment on a fait ça, les gars? Comment on a fait ça? Est-ce qu'on peut le reproduire? Voilà, puis après, je déroule les points. En fait, il faut dérouler les points. Je vous ai donné la méthodologie, là. Voilà. Alors c'est mieux de se faire accompagner, parce que des fois, effectivement, c'est plus délicat. Je pense que la première croyance, on l'a beaucoup au niveau de la INF,
c'est vraiment le lien qu'il y a entre la performance économique d'une entreprise, la durabilité de l'entreprise et ses performances en termes de prévention de santé et sécurité. Et je crois que c'est vraiment une croyance qu'il faut développer, c'est se dire que c'est pas si on a le temps, on fera de la santé et sécurité du collaborateur, pour l'instant on développe le business. Une entreprise dès le départ doit se dire, si je prends bien soin de mes collaborateurs, eux vont développer le business. Et c'est vraiment une croyance qu'on essaye de développer au maximum et de faire partager au plus large public possible. Et je pense que c'est une des croyances, qu'on soit jeune ou moins jeune, vraiment sur laquelle il faut travailler dessus et se dire, si jamais on ne croit pas à ça, que c'est une perte de temps de prendre soin des gens, je pense qu'il faut déjà travailler cette croyance-là comme toute première étape, que l'entreprise doit prendre soin de son collaborateur. Croyance et priorité des valeurs. C'est-à-dire, on a tous des valeurs, hein, on fonctionne avec un système de valeurs. Et par exemple, partout dans le monde où je suis intervenu, dans les différents pays où je suis intervenu, vous posez la question à des personnes, quel que soit leur sexe, leur âge, leur statut social, qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui est important pour vous? C'est toujours les mêmes réponses. Ma santé, la santé de ma famille, toujours les mêmes réponses. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passe dans l'organisation? Cette priorité de valeur, elle est changée. Elle est changée par des objectifs de production. Donc il faut savoir rappeler la valeur prioritaire. Ça aussi, c'est un petit exercice qu'il faut s'entraîner à faire. Alors, il y a des gens qui le font, par exemple, des gens qui ont la photo de leur famille sur leur bureau ou dans leur vestiaire, la photo de leurs amis, des choses qui leur plaisent. Ça les aide à se reconnecter à ce qui est important pour eux. Donc il faut aller chercher qu'est-ce qui est important pour les gens et faire en sorte qu'aussi la pression des valeurs de l'organisation, parce qu'une organisation, c'est une forte pression. Hein. Une organisation, c'est un rouleau compresseur. Elle vous change la priorité de vos valeurs. Et souvent, c'est le changement de la priorité de valeur qui va faire que on va faire une imprudence, on va prendre un risque. On va s'éloigner, on va prendre le raccourci. On va tenter quelque chose qu'il ne faudrait pas qu'on tente normalement si notre valeur prioritaire a été restée à l'esprit de notre conscience. Et comme notre conscience, elle est limitée, hein, notre conscience humaine, en fait, elle peut gérer pour les meilleurs. Et il n'y en a pas beaucoup, 7 informations à 8 informations. Mais généralement, c'est 3 à 4. Donc, pour un opérateur, ça peut être 2 à 3. Donc, c'est quoi la priorité de ces valeurs et comment on fait que la valeur santé et sécurité, elle ne descend pas à la 10e ou la 15e position. Est-ce qu'on a une dernière question? Non, apparemment, si. Alors, parce que nous, on a du travail manuel et les investissements machines. Parce que nous, on a pas mal de travail manuel et il y a des personnes qui pourraient dire Amélie, t'es gentille avec tout ça, là, ta vision, tout ça, mais nous, on a besoin d'une machine parce qu'on a mal au dos, on a mal au... Voilà, enfin, à un moment donné, il faut passer par là aussi. Oui. Et parfois, ça prend quelques années avant d'avoir les investissements. Oui, absolument. Alors, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai bien marché, se structurer, et justement pour se structurer, pour aller chercher les ressources, il y en aura besoin. Parce qu'à un moment donné, dans certaines organisations, quand même, on fait faire des choses inacceptables à des personnes. Si moi, je me transpose, des fois, j'essaye juste de faire un peu d'empathie, je essaie de me mettre dans les baskets et dans la tête, ou de me dire, tiens, est-ce que je laisserais mon enfant faire ça? Il y avait beaucoup d'endroits où je me disais, mais non, tu ne laisserais pas un de tes enfants faire ça. D'ailleurs, c'est ma manière maintenant d'évaluer les risques. C'est-à-dire qu'avant, j'ai fait, comme vous, des matrices hyper compliquées. Ma manière maintenant d'évaluer les risques, elle est hyper simple. Est-ce que je laisserais un de mes enfants, donc moi j'en ai un qui va bientôt avoir 18 ans, est-ce que je laisserais un de mes enfants faire l'action? Je me posais déjà la même question avant sur le terrain. Si je me dis non, là, je me dis David, ok, là il va falloir faire quelque chose. Alors, est-ce qu'on peut changer l'organisation? Est-ce qu'on peut changer la manière de faire? Ou est-ce qu'il faut qu'on investisse? Et pour aller chercher l'investissement, c'est la croyance en sa vision qui va nous permettre d'aller chercher l'énergie et d'aller convaincre des dirigeants. Moi, j'ai des dirigeants, des fois, ils sont dans des grosses organisations et ils sont limités au niveau des investissements. Et je peux vous dire, quand ils ont la volonté, ils trouvent des astuces. Là, j'étais hier chez un qui me disait, David, tiens, j'ai réussi à aller chercher 1,2 million en investissement amélioration que j'ai réussi à passer hors des budgets d'investissement. Pour aller améliorer des postes qu'on savait qu'il fallait qu'on aille améliorer, parce qu'au bout d'un moment, de toute façon,
on ne peut pas non plus faire des choses à des gens qui ne sont pas acceptables. C'est sûr qu'au bout d'un moment, ça mènerait à l'accident. Donc oui, la réponse c'est oui. Est-ce qu'on a une dernière question? Non, cette fois, je pense qu'on a épuisé le sujet. Un grand merci à David pour cette présentation. Retenez bien ces 8 clés. On vous enverra de toute façon le lien sur... Attends, parce que s'il y en a qui veulent aller plus loin, Voilà. j'ai quelques apprentissages en ligne. Donc si vous voulez flasher le QR code et si vous voulez suivre des apprentissages en ligne, j'en ai 3 actuellement. Donc j'ai l'état d'esprit et culture santé sécurité, les bases. Là, vous apprendrez vraiment les bases de l'état d'esprit. Donc croyances, valeurs, émotions, leadership. Il y aura un aspect aussi déjà leadership. Je vous présente Polonel. Il y a Tech 5, là c'est réfléchir avant d'agir. Ça c'est un des 4 outils puissants. Les plus puissants, c'est apprendre les gens à avoir le bon programme neuronal, on va dire, une habitude vertueuse de savoir s'arrêter en fonction de la détection de signaux qui vont dire là je dois être prudent. D'accord ? Et ça se travaille, c'est des automatismes qu'on peut travailler. Donc Tech 5 pour pouvoir réfléchir et agir en prudence, et les 4 outils indispensables. Et je suis en train de travailler sur un outil leadership santé sécurité qui sortira, je pense, début d'année prochaine. Donc ça sera vraiment un accompagnement détaillé pour chacun, pour augmenter sa capacité de leadership à l'idée, la transformation culturelle dans son organisation. Donc ça sera pour le début d'année prochaine. Voilà, pour l'instant j'en ai 3, et si vous flashez le QR code, vous pouvez avec le code Preventica20, vous aurez 20% de réduction sur les modules en ligne. Voilà, je rajouterai juste pour David, pour finir sa publicité, le livre également, l'état d'esprit sécurité, disponible en français et en anglais. Voilà, et vous pouvez le retrouver sur Amazon, à la FNAC, donc vous pouvez aussi le commander là-bas. Voilà. J'en ai quelques-uns s'il y en a que ça intéresse. Un grand merci donc à David, un grand merci à vous tous d'avoir assisté. J'espère que ces 8 clés vous permettront à vous aussi de vous engager sur ce chemin-là. Si vous voulez avoir d'autres retours d'expérience d'entreprise qui font ce genre de démarche, je vous invite à venir dans une demi-heure. On va avoir la remise des prix des leaders bienveillants. On est vraiment dans cette même état d'esprit de chercher cette culture de la bienveillance dans l'entreprise. Donc il y aura une remise de prix, je ne sais plus en quelle salle c'est, mais c'est à 16h30. Voilà. Sinon, vous pouvez nous retrouver au niveau de la INF. On est en face de la CARSAT D45. Vous recevrez les replays des différentes conférences qu'on a pu faire avec un petit peu les descriptions. Donc n'hésitez pas, si vous avez des retours, des questions complémentaires, même demain, même dans une semaine, on est là à votre disposition. David aura également vos coordonnées. Voilà, un grand merci, une bonne fin de salon à vous, et surtout faites attention à vous. Merci à vous, bon retour, soyez prudents.